Dernières heures, dernières minutes et le mois de septembre aura vécu. Nous sommes mercredi 30 septembre 2020, 90 minutes au Bénin. Dans les 30 premières minutes, nous ferons le débat autour de ce plateau avec Ella Djelo Abdgafar Zongbogo. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Eman. Et avec lui, Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir. Bonsoir, Eman. Bonsoir à tous. Tous deux analystes politiques, journalistes de leur État. L'actualité au plan politique s'est marquée par cette sortie de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, sortie d'explication de la procédure de parrainage pour l'élection présidentielle au Bénin. Le parrainage doit rester individuel et non groupé. 2021 en vue. La procédure présentée comporte, au dire de l'honorable Gounou, quelques dangers, des risques de corruption en vue. La procédure affaiblit le parti au profit de l'individu. Un avis que ne partage pas Sabi Sira Korogone, qui y voit plutôt le libre champ au débat démocratique, et l'UDBN qui dit être dans la danse et faire son devoir de parti politique en son temps, analyse des différentes positions dans ce duel. Et puis la longue réplique de Boni Yayi à l'interview que Patrice Talon a donnée au magazine Jeune Afrique et la polémique autour des 30 heures de masse horaire attribuées aux aspirants seront également abordées au cours de ces 30 premières minutes. Bonsoir à toutes et à tous. C'est parti avec les unes des journaux. Le quotidien Maison pour démarrer, fraternité, parrainage pour la présidentielle 2021. Premier choc entre les partis et la Sénat. La procédure présentée comporte quelques dangers, dixit l'honorable Gounou Abdoulaye. Et puis lecture de l'actualisation par Fidèle Ayenan, enseignant-chercheur en sciences politiques. Talon est en train de finir, mais il n'est pas fini. Pour l'interviewer, la politique est une chose trop noble pour être laissée dans les mains des opportunistes. Micmac autour de l'avènement de la monnaie unique de la CEDEAO, l'écho, le marché de dupes et puis santé sexuelle et reproductive des adolescents. L'ONG Osons lutter pour l'avenir plaide le cas des orphelins et enfants vulnérables. On passe à notre quotidien le matin. Le matin qui affiche à sa une répartition du financement public des partis politiques et parrainage pour la présidentielle 2021, les explications et assurances de la Sénat, l'UP, le BR et les forces que le premier émergent, seul bénéficiaire des 1,5 milliard francs CFA. Et puis, lancement national de la rentrée scolaire 2021, dans l'UME, 16 enseignants qui s'adonnent au culte de personnalité pour maintenir leur poste. Quotidien, les 4 vérités présidentielles 2021, députés et maires feront un parrainage individuel aux candidats selon la Sénat. Abdoulaye Gounou s'y oppose. Sabi Sira Korogone contre-attaque. Bénin intelligent, polémique autour du parrainage, talon tranche au profit de l'opposition. Les modalités de parrainage fixées par la Sénat et puis hôpital de référence d'Abomey Calavi. Le joyau élevé en 36 mois. Le matinal, Patrice Talon à cœur ouvert avec Jeune Afrique. L'intégralité de l'interview, ma décision est prise. Adjavon était un partenaire politique. Je souhaite que Yaye Soglo se ressaisisse. Les maires et les députés joueront leur rôle pour parrainer les candidats de leur choix. Et puis, Joma 2020 dans la ferme Kadeka. Charles Tokor oriente les bacheliers vers les métiers de l'agriculture. Voit notre supplément à l'intérieur. Supplément donc du quotidien, le matinal. Le challenge à présent, comportement polémique des 2 anciens présidents. Talon invite Yaye Soglo à être des recours en matière de conseil de sagesse et d'arbitrage, montée des eaux et inondations dans le nord Bénin. Le président Louis Vlavonou et l'Assemblée nationale assistent les victimes et puis reprise des activités académiques. Le maire Moussa Amadé constate l'effectivité de la rentrée dans la commune de Zé. La Nation interview de Patrice Talon au magazine Jeune Afrique, je cite, « Ce qui tue notre pays, ce qui tue nos pays, pour faire plus global, c'est la mauvaise gouvernance et puis financement public, les conditions exigées des partis politiques. » Matin libre, le chef de l'État dans Jeune Afrique à propos des démocrates. Quel crédit accordé à l'assurance de Patrice Talon? Gros point d'interrogation. Et puis on finit avec le potentiel 30 heures de cours pour les aspirants. Une éducation de qualité, seule motivation du gouvernement. Un choix imposé par le manque d'enseignants compétents. Et puis 100 jours des nouveaux maires à la tête des communes. Des perspectives rassurantes. Le développement local renforcé. Voilà donc pour ce qui est
Des journaux que nous avons sélectionnés pour vous très rapidement. Je vais prendre l'avis de mes deux débatteurs du jour sur une question qui était prévue sur l'orientation des nouveaux bacheliers. Quel est votre avis sur la question, Moïse, rapidement? Non, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut commencer par orienter. On devrait déjà, en classe de terminale, organiser des séances d'orientation des bacheliers. Ce n'est pas après l'obtention du baccalauréat qu'on doit organiser. Certains établissements de la place ont commencé cela depuis la rentrée dernière. Je crois que tous les 2 mois, il y avait des structures qui passaient, qui orientaient les enfants. C'est pas parce qu'après le bac, c'est un peu déjà tard. Parce que l'apprenant, l'impétrant n'a pas eu le temps de réfléchir à ce qu'il va faire. Ça lui tombe dessus comme ça. Donc, je voudrais que les années à venir, qu'on commence déjà ces séances d'orientation dès le début de la rentrée. L'orientation des nouveaux bacheliers, orientation après le bac, est-ce que c'est une mesure justifiée selon vous? Le choix d'une carrière se fait déjà depuis qu'on est un peu tout petit. Je crois même ça peut même commencer par la classe de 3e à minima. Mais quand on a déjà eu le bac et qu'on est dans l'euphorie, qu'on ne sait pas ce quoi choisir, c'est pas encore aussi trop tard de le faire aujourd'hui. C'est vrai, on est dans l'euphorie, on peut tout mal choisir. C'est pourquoi souvent vous allez constater que les premiers étudiants, quand ils vont à l'université, les premières et deuxièmes années sont souvent compliquées pour eux. La plupart d'eux échouent et s'orientent après pour trouver leur vraie voie. Estimons que cette fois-ci, que la plupart, l'essentiel d'eux, aient trouvé leur vraie voie pour commencer les études et avoir un avenir radieux. Mais ça pose un autre problème de fond, c'est la formation qu'on donne aux élèves qui, après le bac, doivent chercher forcément à s'orienter pour ne pas, comme vous le dites, devenir des ingénieurs promeneurs sur le campus. C'est malheureux, c'est justement ce sur quoi le système éducatif davantage doit travailler. Et comme l'a dit Soudé, certains établissements ont commencé ce travail en amont, le faisaient depuis par rapport aux élèves, pour que ces gens-là, dès qu'ils auront le baccalauréat, qu'ils ne se lancent pas à l'université comme une pirouette ou comme une girouette, il faut qu'ils sachent clairement ce qu'ils veulent faire à l'université. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis avec qui j'ai commencé la fac de droit, par exemple, qui à un moment donné ont abandonné en 2e année. D'autres sont restés en 2e année pendant que nous avons terminé. Nous sommes allés au marché, on les a retrouvés. D'autres carrément ont fait le tour de plusieurs facs avant de revenir. D'autres sont venus encore dans une école avec nous avant de trouver leur voie. Carrière envisagée étudiant. Il reste sur le campus pendant 9 ans parce qu'il se cherche toujours. Oui. Finalement, on suit son camarade de classe qui s'est inscrit dans une filière et puis bon, bonjour les dégâts, Moïse. On suit le sens du vent. Parce qu'on va parler de girouette et de girouette. Moi, je me rappelle quand on entrait au collège en 6e en ce temps-là, on nous dit carrière envisagée. Il y avait des professeurs qui prenaient le temps de vous demander mais pourquoi vous avez choisi de faire quelque chose. Donc déjà, il faut commencer petitement à sensibiliser les gens. Parce qu'il y a des gens, ils finissent leur formation et après, ils rangent diplôme et tout et ils vont faire autre chose. Ça veut dire quoi? On les a, peut-être les parents les ont obligés à faire ce métier-là alors qu'ils n'ont pas choisi. Donc, je voudrais qu'on mette l'accent sur le choix. Parce que tout le monde va en fac. Parfois, vous sortez de la fac, ça ne conduit pas à l'emploi. Ça ne conduit pas à l'emploi. Parfois, ou pratiquement. Oui, et la plupart, on devient enseignant, on devient autre chose. Il faut désormais qu'on commence déjà, même en 3e, quand vous devez passer en seconde, parce qu'il faut vous orienter vers une série. C'est en fonction du métier que vous avez envie d'exercer, qu'on vous oriente. De vos capacités aussi, attention. C'est pourquoi on tient compte des moyennes par matière littéraire, matière scientifique pour orienter. Mais il y a d'autres parents, parce que je suis médecin, il faut forcément que mon enfant soit médecin, même s'il doit devenir mauvais médecin. S'il a des aptitudes littéraires, on vous demande de l'orienter vers la série D, parce que ça ne se passe pas comme ça. Encore que le métier d'orientateur, c'est un métier. Tout le monde ne se lève pas pour les spécialistes. Il faut que les établissements aussi aident aussi des psychologues pour accompagner les élèves. Malheureusement, tout le monde s'improvise spécialiste en orientation, ce qui est véritablement la cause des échecs des élèves. On va rapidement conduire le duel. Alors, j'avais prévu 3 sujets très rapidement. Cette sortie de la Sénat, sortie d'explication de la procédure de parrainage pour l'élection présidentielle au Bénin 2021 en vue. Est-ce que vous comprenez cette démarche de la Sénat? Eloge Abdou-Ghaffar Zongobo. Merci de nous donner l'opportunité de discuter rapidement de ce sujet-là. Pendant longtemps, nous avons cru que le parrainage sera fait par les partis politiques. En d'autres termes, si je suis un candidat qui me réclame d'un courant qui n'est pas conforme avec ce que fait le chef de l'État, je peux ne pas avoir le parrainage parce que, bien malheureusement, l'essentiel des députés, ou tous les députés et l'essentiel des maires élus sont des gens qui soutiennent l'action du gouvernement, pas avoir de conséquences. Ces gens-là peuvent ne pas parrainer ma candidature. Mais aujourd'hui, la Sénat a décidé, dans son interprétation, de dire que le parrainage sera individuel et non groupé. En d'autres termes, ce ne sont plus les partis politiques qui vont parrainer
les candidats, mais c'est l'individu, c'est l'élu. Ça une double fonction. La première fonction, c'est qu'on laisse libre choix au débat politique qui va s'animer dans notre pays. Deuxième chose, c'est aussi à l'avantage de certains courants politiques. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas d'opposition. Ça veut dire que, parce que quand je dis qu'on n'a pas d'opposition, il y a la loi sur l'opposition au Bénin qui n'a pas encore été votée. Ça veut dire que le candidat peut dire, bon, je suis un candidat, je m'inscris dans la mouvance présidentielle et si pas malheur, président Talon n'est pas candidat, c'est la continuité. Donc, on peut le prendre. Celui qui n'est pas de son courant politique, du moins celui qui ne le soutient pas, peut aussi avoir le parrainage parce que l'élu qui va donner son parrainage à quelqu'un de ce genre peut se défendre pour dire, attendez, il n'y a pas de chef de file de l'opposition, il n'y a pas une loi sur l'opposition au Bénin. En d'autres termes, je n'ai pas donné mon parrainage à un opposant, mais quelqu'un qui, à un moment donné, se retrouve dans la peau de celui qui prend la relève, quoi, celui qui assure la continuité. De ce côté, je pense que c'est intelligent, ou du moins, c'est pertinent de dire que ça soit individuel. C'est vrai que... C'est pertinent ou c'est intelligent? Pertinent que ça soit individuel. Individuel, oui. Alors, sur cette question-là, individuel, sous anonymat, nominatif, parrainage... La vie technique de la Sénat ne prend pas en compte les réalités politiques. C'est quoi la réalité politique, dites-nous? Si nous optons pour le schéma proposé par Tiando, ce qui s'est passé lors de l'élection des maires dans les communes, c'est ce que nous aurons. Il y aura les députés et les maires, ce n'est pas soutiendraient. Nous n'avons pas la certitude que les 159 députés et maires soutiennent totalement l'action du président de la République. Peut-être on a voulu être élu maire, on a voulu être qu'on appelle député, on a fait une politique de façade, mais en réalité, on ne porte pas le candidat dans son cœur. Donc si on laisse cette ouverture-là, ça va faire mal. Ça va faire très mal. C'est-à-dire que c'est sous anonymat. Bien au contraire, il y en a qui pensent que ça va permettre d'ouvrir le jeu démocratique au sein des partis politiques. Ça va ouvrir le jeu démocratique, mais ça va faire mal à la mouvance. La deuxième chose, le député Gounou est allé dans le même sens que la deuxième personnalité de l'État, Lavonou, qui demande que les fiches nominatives soient envoyées au niveau des instances des partis. Mais ça c'est plus nominatif, ça devient une fiche groupée. On envoie les fiches nominatif, ça veut dire que c'est personnel. C'est le parrain qui décide. Très bien. Et le parrain va décider de quoi? C'est après avoir rencontré le candidat, après avoir écouté le candidat sur son projet de société qui lui accorde son parrainage. Ça veut dire quoi? Il faut que chaque candidat, les éventuels candidats, y compris Patrice Talon, passent à tout de rôle devant les députés et les maires pour exposer leur projet de société. Et c'est après cela seulement qu'on pourrait lui accorder le parrainage. Donc pour vous, il y a un piège. Il y a un piège. Parce que quand c'est sous anonymat, le vrai vote, je vous donne, quand on a fait les salles de classe, les vrais votes, c'est vote avec bulletin secret. C'est le vrai vote. Oui. Parce qu'à main levée, personne ne souhaiterait que l'autre sache que j'ai voté contre lui. Mais si on opte pour la solution de la Sénat, qui est une bonne solution, ça va balayer de revers de la main toutes les réalités politiques. Oui, Eloge Abdelgafar. Non, mais je ne vois pas de piège. Comme je vous l'ai dit, ça a double orientation selon moi. Je vous l'ai déjà cité. La première, les débats politiques. Est-ce que la question, est-ce que ça n'affaiblit pas les partis politiques au détriment de l'individu, au détriment du parrain? Oui, aujourd'hui, on peut faire ce raisonnement pour dire que ça affaiblit le parti politique au détriment de l'individu, de l'élu. Mais l'autre chose, c'est que si on décide que ça soit carrément les partis politiques qui parrainent, les partis peuvent décider à un moment donné de ne pas soutenir un candidat. Le parti peut dire non, celui que nous voyons, peut-être qu'il ne s'inscrit pas dans la continuité de l'action du gouvernement que nous soutenons, si par extraordinaire, parti Talon dit qu'il n'est pas candidat, de par de considération, je ne le soutiens pas. Et si ces partis prennent cette position, ceux qui sont dans une politique alternative à ce que pour le parti Talon peut ne pas avoir le parrainage, donc qu'est-ce qu'on veut? Patrice Talon, dans son interview dans Jeune Afrique, a dit que les maires et les députés joueront leur partition pour qu'il y ait parrainage. En d'autres termes, c'est la concrétisation des propos de Patrice Talon dans Jeune Afrique que nous sommes en train de voir dans l'interprétation que fait conséquemment la Sénat qui demande que ce soit de façon individuelle qu'on aille au parrainage. Mais est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à tout et à tous les abus aussi? On ne peut pas
préjugé de l'intention des autres. Vous savez, moi, je fais confiance à l'être humain qui peut s'amender, qui peut... Nous sommes sur le terrain politique. Le terrain politique n'est pas le terrain de la pourriture. C'est des gens, des individus qui sont là, qui sont dotés de raison. Très sérieux d'ailleurs. Je ne dis pas nécessairement sérieux, mais qui sont en capacité de nous montrer un idéal qu'ils ont porté. D'abord, c'est un idéal qui amène en politique. Je pense qu'ils vont faire l'essentiel de ce qu'ils peuvent faire pour que nous puissions prendre la graine, pour que la relève des jeunes qui les voient faire la politique puissent être intéressés. Ça, c'est l'idéal vers lequel on veut tendre, mais pour le moment, il faut d'abord jouer tout pour le danger. Je ne sais pas si le chef de l'État, après, a relu son interview. Si je tiens compte de ce qu'il a dit, il pourrait ne pas avoir une seule signature. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il dit en politique, on n'a que des partenaires de circonstances. Yes. Ça veut dire quoi? Quand je n'ai pas besoin de toi, je te botte à la touche. Oui. C'est valable pour les maires et c'est valable pour les députés. Oui. C'est-à-dire que le jour où le président de la République n'aura plus besoin d'eux, il pourrait les botter à la touche. Oui. Donc j'ai dit, le Sénat ouvre le jeu à tout le monde. On envoie les fiches nominatives à chacun. Mais le président trouve que ceux-là sont des partenaires de circonstances en politique. Donc à un moment donné, à un moment M, il aurait besoin d'eux. À un temps T, il pourrait ne plus avoir besoin d'eux. Il n'a pas parlé des maires et des députés. Les maires ne sont pas des hommes politiques. Il n'a pas parlé des maires, des députés comme des partenaires politiques. Peut-être que ces gens-là sont ses amis, vous n'en savez rien, vous et moi. Ah, il a cité ses amis dans l'interview. Non, mais il n'a fait que faire citer deux. Ce n'est que les amis, il va citer tous ses amis dans une interview. Mais je suis désolé. Si je dois citer mes amis, M. Soudé, je pense qu'on va finir cette émission. Jusqu'à l'université, je suis devenu dans la vie active, dans ma famille, dans l'interview, dans ma famille. Est-ce qu'on peut avoir des amis en politique? Il en a cité deux. Il a dit, c'est illustratif. Il a dit Adrien Hungwedi et yes. Amos Obrero. Et la question qui a suivi, c'est là qu'il dit qu'en politique, qu'il n'y a que des partenaires de circonstances. Est-ce qu'on a posé la question par rapport à un individu? Et il dit cet individu était à un moment donné un partenaire politique de circonstance. Ça veut pas dire que les députés et les maires est-ce qu'on va revenir à cette interview tout à l'heure? Est-ce que clame haut et fort le vrai amour avec Patrice Talon? En attendant l'option faite par la Sénat, est-ce que ça n'ouvre pas la voie aux enchères aussi? Moi, je dis l'option faite par la Sénat. L'option faite par la Sénat, c'est la bonne option. C'est la bonne option. C'est la bonne option. Là, c'est sous anonymat. On ne mettra pas de pression. Mais ce que je crains, et c'est à quoi on est généralement habitué, c'est qu'on oblige les gens à faire comment vous appelez ça, des procurations. Je suis convaincu qu'on va obliger des gens à venir remplir leurs fiches devant, en présence de leaders, des instances du parti. C'est clair, parce que c'est trop facile. Vous savez, de prendre nos députés et les maires comme des majeurs curateurs. Non, vous savez, c'est pas trop gentil de votre part. Je vous ai dit, tous ceux qui sont dans les partis politiques, ce n'est pas des gens qui sont tous convaincus de ce qui fait le président de la République. Il y a des gens qui sont allés dans ces partis comme parapluie. Disons les choses clairement. Vous avez vu avec les maires, si on n'avait pas sorti cette loi pour recadrer les choses, ce n'était pas ceux choisis par le pouvoir en place qui serait élu, mais ça a déjà commencé dans certaines mairies, il y avait eu des blocages. Donc on a dû nuitamment sortir une loi. Si on retient l'option de Tiando, ça va faire mal. Très bien. L'option de Tiando, selon Alphonse Moïse Soudé, va faire mal. Et pour vous, c'est une option pertinente. Merci. Sujet numéro 2, on va revenir maintenant à cette longue réplique de Boni Ndiaye à l'interview accordée par Patrice Talon au magazine Jeux d'Afrique. Est-ce que vous trouvez cette réplique-là pertinente, Moïse Alphonse Soudé? Oui, vous savez... pour vous qui avez lu, de fond en comble, relu, surlié l'interview de les réponses de Patrice Talon. Ce qui, à mon avis, a fait sortir le président Boni Ndiaye, c'est le verbe se ressaisir. Le verbe se ressaisir. En fond, les fonds diront, ou le domaine c'est-à-dire que là où tu vas loin. Et on dit encore plus, oui, reprends-toi. Voilà. Sinon, je pourrais sévir. Oui, se ressaisir, oui. En passant, je suis professeur de français. Tout à fait. Donc, j'ai cherché le mot dans tous les sens. Oui. C'est-à-dire que vous avez commis des erreurs. Donc, il faut que vous rebroussiez chemin et que vous reveniez au bon comportement, à la bonne attitude. Et c'est un rappel à l'ordre. Et quand on vous rappelle à l'ordre, si vous ne l'exécutez pas, on vous sanctionne. Donc, c'est ça qui a fait que j'estime que c'est ça qui a fait sortir le président Boni Ndiaye, qui a passé en revue la gouvernance de Patrice Talon.
Oui, première réaction à la suite de cette réplique de Boni Yayi. Vous savez, c'est deux styles différents, deux modèles différents, deux leaders différents. Pour moi, en principe, il n'y a pas vraiment de débat autour. Patrice Talon a accordé une interview à Jeune Afrique. Boni Yayi s'est senti indexé. Dans l'interview, il a réagi. Boni Yayi est dans son droit constitutionnel de réagir. Je pense que ce n'est pas, on ne devait même pas en faire un grand débat. C'est deux styles différents. L'autre a parlé, l'autre a estimé que, ben, écoute, il veut marcher sur mes plates-bandes constitutionnellement parlant, il faut que je parle. Il a parlé, puis bon, on ne peut que s'en tenir qu'à ça. Vous avez lu au moins le contenu de la réplique de Boni Yayi. Il demande les 14 points du président Boni Yayi. Je l'ai lu, j'ai partagé ça avec ses amis. Il estime que la démocratie au Bénin est en recul, que le peuple ne choisit pas librement ses représentants et beaucoup d'autres choses. Vous savez, le président Boni Yayi, c'est son droit, comme il a dit, c'est son droit constitutionnel de prendre la parole. Je crois que le président Talon, dans une interview où il n'a pas fait langue de bois, a été lui-même. Parce que quand il demande aux autres de se ressaisir, n'oublions pas, c'est votre de Second était ancien président et pourtant a battu campagne pour comment il s'appelle, le président Patrice Talon afin qu'il vienne au pouvoir. En d'autres termes, il n'a fait que ce qu'il faisait pendant longtemps. Boni Yayi, il était président sortant, mais a battu campagne pour que le candidat ce soit là. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que ces leaders politiques revendiquent et consomment leurs droits constitutionnellement acquis. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de débat autour. Oui. Quand Boni Yayi estime qu'il y a un recul démocratique, on peut aussi faire le débat politique par rapport à ce que lui-même a fait quand il était président de la République. On a vu des gens qui ont été assiégés, il dit qu'il n'a jamais fait des Béninois. D'aucuns peuvent se lever pour dire non, c'est pendant le règne de sa gouvernance qu'eux ont été, ils étaient obligés de s'exiler. Beaucoup lui reprochent des problèmes de sa gouvernance économique et bien de choses. Je crois que ça ne date pas de lui. C'est de bonne guerre, il s'envoie les pics à la veille d'une élection présidentielle. Je crois que le président Talon a voulu à un moment donné donner un peu de ce qu'il a fait sur le plan international en accordant cette interview à Jeune Afrique, un média étranger. Et Boni Yayi a essayé, lui, de son côté, de mettre un peu de sel dans son gari. C'est de bonne guerre sur le plan politique. En tout cas, ça n'entache en rien l'amitié que ces gens-là avaient pendant longtemps. Maintenant, ce qu'on peut espérer, quand ils ne s'entendent pas et qu'on a pu faire ce débat pour dire on a bien envie que Boni Yayi et Patrice Talon s'entendent, qu'il y ait un débat autour, c'est une pêche que vient de lancer Patrice Talon. Boni Yayi a réagi, peut-être qu'ils vont s'entendre, faire une réconciliation avant les élections présidentielles. Qui sait? Oui, sur cette question, Boni Yayi qui dit qu'il est prêt au dialogue. Quand vous avez lu et relu l'interview de Patrice Talon, il reconnaît qu'il y a un certain nombre qu'on a dû recadrer. Il reconnaît, il a parlé des journalistes, il a parlé de droits de grève, il a parlé d'un certain nombre de choses qu'on a dû recadrer pour faire avancer le pays. C'est déjà pour moi un aveu qu'on a dû restreindre un certain nombre de libertés pour permettre au pays d'évoluer. Donc, on ne peut pas nous dire que sur le plan démocratique, rien n'a été déplacé. Beaucoup de choses ont été déplacées. Et je dis, ce qui moi m'étonne, pourquoi du jour au lendemain, des amis très intimes, parce que l'un a fabriqué l'autre, disons les choses clairement. Le président Patrice Talon a été dans l'ombre et de l'élection de Boni Yayi. Quand vous lisez Edouard Loko qui écrit pour chaque président, parce qu'il a écrit l'intrus qu'il connaissait à la maison, il a dit quel rôle le président Boni Yayi et le président Patrice Talon a joué pour l'élection de Boni Yayi. Coopérateur économique. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, deux amis, deux copains sont devenus des ennemis et que chaque fois, la sortie de l'autre appelle la réaction de l'autre. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que le président... Est-ce qu'on peut voir 2021 vu que Boni Yayi a clamé haut et fort son appartenance au Parti politique démocrate? Oui, forcément, Boni Yayi pourrait faire campagne pour un candidat à la présidentielle. Il a certainement dans sa tête qui serait son candidat, qui serait son jockey. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont membres du Parti les démocrates attendent vivement qu'on leur donne le récépissé. Il n'y a pas encore le Parti des démocrates, le parti en construction. Oui, ce qui est sûr. Et ils sont en train d'évoluer. Et quand ça se passe comme ça rejoint l'inquiétude de Boni Yayi quand il parle de recul démocratique. C'est que désormais, quel que soit votre plan, quel que soit votre projet de société, si vous n'avez pas les fameuses
16 signatures, vous n'allez nulle part. C'est ce qu'il mène à un recul démocratique. C'est-à-dire que je peux avoir un bon programme. Je peux avoir un bon programme et ne pas avoir les 16 parrains. On a 5 dernières minutes rapidement. Vous voulez réagir avant qu'on passe au troisième sujet? J'ai dit que pour moi, il n'y a pas un Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. 2016 en vue. 2021 en vue plutôt. 2021. Bouni a voulu faire, en tout cas, un peu de buzz. Il en a eu. Ça passe. Très bien. On en vient maintenant aux enseignants, aux aspirants surtout. 30 heures de masse horaire par semaine. Pour beaucoup de gens, ça rejoint un peu l'enseignant de primaire qui doit donner 8 heures de cours par jour. Ça fait pratiquement 24 ou 26 heures pour l'enseignant du primaire. Bon, est-ce que vous trouvez ça exagéré? Vous savez, en temps normal, quand vous êtes enseignant, vous êtes professeur adjoint, vous avez droit à 18 heures de cours, 2 heures d'animation pédagogique. Quand vous êtes professeur certifié, vous avez droit à 16 heures de cours, 2 heures d'animation pédagogique. Ça vous fait 18 heures. Et vous n'avez pas, théoriquement, ce n'est pas souvent conseillé de dépasser 3 niveaux. Après 4, ce n'est pas bon. Maintenant, on a dit 30 heures. C'est vrai que c'est gérable. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Par rapport au contrat que ces aspirants avec l'État. Il faut revoir le contrat parce que le contrat n'a pas dit 30 heures. Le contrat a dit 20 heures pour un salaire bien déterminé, avec des avantages bien déterminés. Si on peut porter les 30 heures, on veut passer de 20 heures à 30 heures, il faut revoir le contrat. Ça veut dire que si on revoit le contrat pour vous, c'est gérable? Oui, si on revoit le contrat et que les moyens accompagnent. Vous voulez quels moyens à part si le salaire? Par exemple, à 20 heures, vous êtes à 175 000, on ne va pas vous dire de passer à 30 heures et de garder les 175 000. Ça va faire... le salaire va accompagner forcément. Mais c'est dans un contrat. D'accord. Donc il faut retoucher au contrat, sinon ça risque de déboucher sur un abus. Très bien. Oui, Loge Abdgafar Zongobo. Je suis heureux que Moïse partage cet avis-là avec moi par rapport aux 30 heures, parce que quand j'ai lu les débats qu'il y a eu autour de ces fameux 30 heures, je me suis dit, mais écoutez, est-ce que les gens ont pris la peine de comprendre un peu les orientations du gouvernement à ce niveau-là? N'oublions pas, le gouvernement est parti de quelque part. C'était que on avait besoin d'aspirants. Il y a une base de données. Il y a eu le besoin était là, qu'il fallait boucher des trous. Il fallait boucher des trous. Et bien, on dit, c'est dans cette base de données que nous prenons les gens capables d'enseigner dans les écoles. Avant un vacataire, je parle sur le contrôle de Moïse, et nous aussi par ailleurs, pour avoir fait quelques expériences dans le passé. Un vacataire, encore pour être dans le secteur. Un vacataire, ce n'est que les heures de travail qui sont payées. Aujourd'hui, ils ont un contrat, les aspirants ont un contrat, on leur paie normalement, même pendant les congés. Aujourd'hui, on le trouve... 9 mois sur 12. 9 mois sur 12, c'est vrai que... Voilà, c'est pas rien. Contrairement... Les 3 mois, vous êtes sans salaire. Les 3 mois de vacances, vous êtes sans salaire. Avant, ce n'était pas 9 mois sur 12. Avant, ce n'est que des heures. Les heures, c'était des heures. Mais justement... On évolue, ne vous référez plus au passé. C'est parce que le passé est mauvais qu'on l'a corrigé. Mais justement, on l'a corrigé, mais il faut rappeler qu'on a corrigé quelque chose qu'on est quelque part aujourd'hui. L'année dernière... qu'on n'a fait un pas de plus, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Personne n'a dit qu'on regarde dans le rétroviseur. On a juste parlé de l'état des lieux, ce qui existait, de l'existence. C'est pour montrer qu'un pas a été fait. Un pas a été fait aujourd'hui et ils sont payés. Et puis, quand on dit 30 heures, ce n'est pas nécessairement 30 heures pour tout le monde. Ceux qui sont d'accord pour signer le contrat sur les 30 heures, il y a des avantages induits. Ils vont avoir une sécurité sociale qui sera assurée. Il y aura des avantages qui vont peut-être venir après. Donc, ces gens, peut-être, vont bénéficier de ces avantages. Mais ceux qui veulent rester dans les 24 heures comme auparavant, dans les 20 heures ou dans des vacataires, ils sont libres aussi. Ils sont libres aussi de prendre. Oui. Moi j'ai lu des directeurs et les sanctions ont reçu des consignes d'attribuer les 30 heures. Les directeurs et les sanctions ont reçu les consignes. Et puis je connais beaucoup de collègues déjà qui s'apprêtent à quitter ce schéma-là. Parce qu'on dit, si dans votre collège, vous n'avez pas la totalité de vos heures, vous irez chercher 16 heures dans le collège environnant. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un problème, il faut que tu peux finir un cours ici à 10 heures. Et être attendu là-bas à 10 heures. Ça veut dire que je peux pénaliser une des classes. Vous êtes d'accord avec moi que c'est la pratique, ça se faisait depuis toujours. Moi j'ai été aussi élève. Qu'est-ce qui se faisait quand vous êtes permanent, agent permanent de l'État dans un collège public et que vous devez aller prendre un cours dans le privé et que c'est après la récréation que vous devez continuer ailleurs, forcément vous pénalisez une des deux classes, ou celle du public ou celle du privé. Mais qu'est-ce que vous refusez aujourd'hui? Mais je dis, c'est ça. Si on veut donner les 30 heures aux gens, les gens peuvent s'organiser, on leur met les moyens, mais j'aurais souhaité que ça soit dans un même collège. Parce que si c'est 15 km ou bien 10 km entre deux collèges,
Il faut qu'il ait le temps de quitter Il faut qu'il ait le temps de quitter. aller dans Il ne va pas arriver tout fatigué, tout en sueur et aller en situation de classe. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, là, il faut le reconnaître. Si c'est dans un même établissement, c'est gérable parce que quand vous êtes permanent, je connais des privés, là où je suis, quand vous avez 20 heures en tant que vacataire, les tests disent que vous avez la possibilité d'aller chercher 9 heures, pas plus. Pas plus. Vous allez chercher 9 heures parce qu'au-delà d'un certain nombre d'heures, vous n'êtes plus efficace. Parce que je dis, est-ce que les 30 heures là permettront aux anciens publics? Parce qu'on parle du public. On parle du public et nous connaissons tous les effectifs pléthoriques des classes du public. Tout à fait. De toute façon, ce que je retiens... Est-ce que compétemment, l'enseignant sera efficace? Oui. Je retiens que la mesure n'est pas autant mauvaise si ça s'accompagne d'un autre contrat ou de tout ce comme du point de vue compétence. Il faut revoir ça. Je constate également que chez vous, c'est un pas de fait. Il faut juste ajuster les choses pour voir s'il y en a qui veulent se mettre dans cette danse, qu'ils s'y mettent. S'il y en a qui ne veulent pas, j'ai des parents, j'ai des amis qui sont dans plusieurs régions du Bénin et avec qui j'ai échangé, qui sont d'accord pour signer ce contrat. Très bien. Parce que le besoin existe et ils veulent vraiment servir la République. Ils veulent que nos enfants qui ont et un enseignement de qualité sans doute. C'est la fin de la première partie. C'est la fin de la première partie de votre émission, Caderouninito Bénin. On laisse place au journal.